Ah, Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer c'est avec les bon, oui. présentations. Eh bien, très bien. Je commence par me présenter et puis Oui, après, vas-y. ouais. Donc, moi, je suis Blandine Grison. Je suis la coordinatrice dans le 36 du dispositif médecine générale et psychiatrie. Voilà, avec les collègues du dispositif, on a mis en place ce webinaire pour pouvoir échanger sur l'orientation des patients vers les groupes TCC, notamment dans le cadre du déploiement sur le 36. À toi, Sophie. Donc moi, Sophie Courbet, donc moi, je suis chargée de liaison pour l'association Médecine Générale et Psychiatrie 37 pour le 37 justement. Donc du coup, nous, dans le 37, on a déjà, depuis 2021, développé les groupes TCC. Donc on va pouvoir justement ce soir, comme disait Blandine, représenter l'admission des patients à ces groupes. Et pour ça, on a invité Sophie et Margot qui vont se présenter, qui réalisent les entretiens d'inclusion. Comment, Sophie ou... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. donc, moi, c'est Margot Massielewski. Moi, je suis ergothérapeute et donc je fais partie des animateurs du dispositif. Et donc, je fais partie aussi des admissions. Donc, moi, j'ai fait des groupes depuis 2022. Donc là, sur la dépression, l'insomnie, maintenant le burn-out. Et donc voilà. Donc, on répondra un petit peu à vos interrogations et vous aiguiller un petit peu sur les admissions, les critères d'inclusion et d'exclusion surtout. Voilà, et moi je suis Sophie Delahaye, donc moi j'arrive même plus à savoir quand j'ai commencé au tout début, donc je suis psychologue sur le 37, je fais partie de l'aventure de médecine générale et psychiatrie 37 depuis le début. Je dois être à une dizaine de groupes animés sur dépression, insomnie et burn-out également. Voilà. Et j'ai effectivement mené les entretiens d'inclusion à une époque avant que Margot ne prenne la suite. Voilà. Super, merci les filles. Du coup, je vais vous partager donc le diapo. Je vous mettrai aussi, j'en profite pour vous dire dans le chat, un document PDF qui regroupera toutes les informations, enfin qui regroupe toutes les adresses mail et les contacts de Blandine et moi, afin que, voilà, s'il y a moindre question, vous puissiez nous retrouver facilement. Ah, pardon. Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on a accès au diapo? Oui, c'est bon. Super. Attends. Eh bien, c'est parti. Alors, on va commencer par une présentation rapide du dispositif. Bon, j'ai l'impression que la plupart des personnes qui sont là en ont déjà entendu parler. Rapidement, l'historique, c'est né d'une collaboration entre les CPTS du 37 le groupe, et le groupement hospitalier du territoire pour améliorer l'accès aux soins psychiatriques. Ce dispositif, il est déployé donc, dans le 37 depuis 2021. Il a été conçu pour être facilement accessible aux médecins généralistes et pour vraiment leur proposer des outils qui soient efficients. Dans le 36, c'est déployé depuis février 2026 avec mon recrutement. Et c'est un dispositif qui est financé par l'ARS de manière pérenne. On vous a mis en image les quatre outils qui sont à disposition. Donc, on a les avis psychiatriques en télé-expertise, l'accès aux soirées thématiques, les réunions de concertation pluriprofessionnelles et les ateliers thérapeutiques sur l'insomnie et la dépression. Et donc, c'est de ça qu'on va vous parler ce soir. Le cadre général des ateliers thérapeutiques, donc ce sont des ateliers de thérapie cognitivo-comportementale avec deux indications dans le 36 qui sont l'insomnie et la dépression. Et dans le 37, en expérimentation, on a le burn-out, mais donc qui est pour l'instant que dans le 37. Ces groupes sont animés par un binôme d'animateurs qui sont formés par le psychiatre du dispositif, le docteur Saron, et c'est un dispositif qui est gratuit pour les patients puisque financé par l'ARS. Concernant l'insomnie, on est sur des ateliers de 2 heures par semaine pendant 7 semaines avec une interruption pendant les vacances scolaires. C'est un groupe fermé de 10 patients maximum.
avec une démarche structurée et une prescription de tâches, avec l'évaluation de l'insomnie, comprendre le cercle vicieux de l'insomnie avec des apports théoriques pour le patient, tenir un agenda du sommeil et mettre en application le contrôle du stimulus et la restriction du temps passé au lit. Pour les ateliers sur la dépression, on est toujours sur des ateliers de 2 heures par semaine, mais cette fois-ci pendant 11 semaines. C'est un petit peu plus long, avec toujours une interruption pendant les vacances scolaires, un groupe fermé de 12 patients maximum. Et au niveau comportemental, c'est une remise et un maintien du patient à un niveau d'activité satisfaisant, en adéquation avec ses intérêts et ses motivations personnelles. Et au niveau cognitif, c'est d'identifier les automatismes de pensée qui sont à la fois conséquences et facteurs de la dépression. Donc nous, pour déployer les groupes et pour vous montrer, enfin pour communiquer sur les créneaux et sur les ateliers, on a différents supports de communication. Là, on vous a mis des affiches. Donc on a à gauche, c'est une affiche à destination plus des usagers qu'on peut afficher dans les salles d'attente, dans différents endroits où le grand public a accès. Ça peut aussi être dans des centres sociaux ou dans des bibliothèques, etc. Donc c'est vraiment pour leur expliquer, enfin pour leur montrer que ces ateliers existent et se mettent en place. À droite, c'est vraiment le planning plus détaillé, donc qui est amené à être régulièrement alimenté. On le fait par semestre. Là, on vous a mis celui qui est du 37, qui était du premier semestre 2026. Là, actuellement, dans l'Indre, on est en train de constituer les groupes pour le deuxième semestre. Donc, on a déjà un groupe qui est sûr à Neuvy-Saint-Sépulcre et d'autres qui sont en train de se mettre en place avec les animateurs qui ont été recrutés. Donc voilà, comme je vous disais, ces affiches, enfin ces affichages, ça peut être dans les salles d'attente et les lieux accueillants du public. Ils sont aussi diffusés sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Au niveau du site internet, on a un accès maintenant pour le 36 et pour le 37 qui sont différents. Donc si on va sur le site internet et qu'on va dans l'onglet Les ateliers. atelier thérapeutique. Après, on peut choisir 36 ou 37 et donc comme ça, vous aurez le planning soit du 36, soit du 37 en fonction de ce qui vous intéresse. Sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, moi j'ai créé une page Facebook et une page LinkedIn pour le 36 où du coup je pourrais mettre à jour aussi le planning du 36 et il y a la même chose pour le 37 qui existe déjà. Et à chaque fois que des groupes se mettront en place, on informe, enfin, moi j'informe les coordinateurs des CPTS concernés, qui peuvent ensuite vous les transmettre. Au niveau des patients, il y a beaucoup de... Ce qui a été remarqué dans le 37, c'est qu'il y avait beaucoup de bouche à oreille qui se faisait aussi pour la diffusion de l'existence de ces groupes. Et il faut savoir aussi qu'on organise des nouvelles sessions et des nouveaux groupes en fonction de la demande. Donc surtout, il ne faut pas attendre de connaître les dates des groupes pour orienter les patients. Ce qui est important, c'est d'orienter les patients dès maintenant. Comme ça, nous, après, on verra où est-ce qu'il y a de la demande et on pourra s'adapter et rechercher des salles et des animateurs euh, au niveau des localisations géographiques où sont les demandes. Donc ça, c'est vraiment important de... voilà, là pour l'instant, à part à Neuvy-Saint-Sépulcre, je n'ai pas de, lieu géographique à vous donner, par exemple dans le 36, mais n'attendez pas, même si vous êtes médecin à Châteauroux, ou à Issoudun, Tournon, enfin, n'attendez pas pour orienter les patients pour lesquels vous dites que les groupes seraient utiles. Oui, non, puis par expérience aussi dans le Transted, c'est vrai que parfois il y a besoin de temps aussi pour s'organiser, donc il faut pas hésiter en fait à adresser tout au long de l'année. Et au moment de l'entretien d'inclusion, on pourra proposer les dates qui sont déjà posées. Et si c'est pas le cas, il n'y a aucun souci. On a une liste d'attente. Et comme le disait Blandine, on peut recréer des groupes en fonction des demandes. Donc, il faut vraiment pas hésiter à orienter tout au long de l'année et pas juste avant un groupe, quoi. Si je peux me permettre un commentaire là-dessus, notamment sur les insomnies. La plupart du temps, vos patients, ils ont des troubles du sommeil depuis longtemps.
Donc, en fait, attendre un mois de plus ou 6 ou 8 semaines, c'est pas gênant pour eux de savoir qu'il y aura un groupe insomnie voilà, qui se présentera dans les 2 mois à venir ou dans les 3 mois à venir. Ils attendent déjà depuis longtemps une solution. Donc, on peut les faire patienter sans difficulté en leur disant qu'il y a un groupe qui se mettra en place à un moment ou un autre. On a quelquefois un peu de mal à se dire, bah, je vais proposer un outil de prise en charge, mais pas tout de suite. Donc, comment est-ce que ça va être vécu par le patient? Les patients, si on leur propose l'outil, ils attendront. C'est pas une difficulté pour eux. Ils sont déjà, voilà, ça fait déjà quelque temps qu'ils cherchent une solution. Donc, toute cette communication résulte de situations assez fréquentes. Donc, soit c'est lors d'une consultation où le médecin va proposer d'orienter le patient vers les groupes, soit c'est le patient qui a entendu parler des groupes et qui va consulter avec cet objet-là de consultation. Il a entendu parler du dispositif et va aller voir son médecin en lui demandant une orientation vers les groupes. Dans tous les cas, de toute façon, votre rôle aussi en tant que médecin, ça va être d'expliquer le fonctionnement du groupe au patient, le fait qu'on demande une assiduité et un engagement dans les séances qui durent donc 2 heures pendant 7 ou 11 semaines. Et enfin, le patient, il faut qu'il sache aussi qu'il y aura des tâches qui seront prescrites entre les séances. Donc c'est un engagement pour les séances, enfin une assiduité au cours des séances et aussi un engagement entre les séances avec euh, des tâches à faire. Euh, Suite à cette explication, si le patient est d'accord, l'adressage se fait via OmniDoc. Alors, je fais une petite parenthèse pour le 37. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y avait l'adressage sur OmniDoc et possibilité d'adresser sur une adresse mail sécurisée. Aujourd'hui, la volonté, c'est de faire disparaître cette adresse mail. Donc, on tend à aller exclusivement aussi, nous, sur un adressage sur OmniDoc. C'est beaucoup plus facile à gérer, même pour vous en termes d'échange après par la suite. Tout se met directement dans le dossier. L'adresse mail sécurisée, ça rend les choses un peu plus brouillon. Donc, sur le site internet, d'ailleurs, je crois qu'on a, comme on l'a remanié pour intégrer le 36, il doit plus y avoir même l'adresse mail pour envoyer les orientations. Et puis pour le 36, ça ne se pose pas puisque je n'ai pas d'adresse mail sécurisée. Donc de toute Ouais. façon, c'est sur OmniDoc. Donc, on vous a fait des captures d'écran pour vous montrer un petit peu le chemin aussi sur OmniDoc. Il y a un lien direct sur le site internet, que ce soit quand on va sur les ateliers du 36 ou du 37, vous avez le lien orienté via OmniDoc. Vous cliquez dessus et vous tombez sur cette page qui est affichée. Ou sinon, si directement depuis votre logiciel OmniDoc, en allant sur CHRU Tour. Et ensuite, dans la liste déroulante, on a la flèche orange là qui indique MG Psy 37. Voilà, c'est le petit nom raccourci pour le dispositif. Une fois que vous êtes sur MG Psy 37, vous avez le choix entre deux onglets, avis psychiatrique ou orientation vers les groupes TCC. Donc, avis psychiatrique, c'est pour la téléexpertise et orientation vers les groupes TCC, c'est pour insomnie ou dépression. Vous allez dans Nouvelles demandes et là, on va vous demander un certain nombre d'informations à remplir pour valider votre demande. Alors, je fais juste Oui. aussi encore une parenthèse. J'ai pu voir l'accès que vous avez en tant que professionnel de santé sur OmniDoc, qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Donc, en fait, si vous passez directement sur votre accès OmniDoc, vous avez en haut à droite demander un avis. Quand vous cliquez, vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec des petits logos, enfin, tout un tas de petites références. Et il faut aller cliquer justement sur CHRU de Tours. En fait, c'est de là vraiment que ça part. C'est le CHRU de Tours. Et une fois que vous aurez cliqué, vous accéderez à ce menu déroulant avec MGPSY 37 et puis les avis psy et l'orientation vers les groupes TCC. Aujourd'hui, c'est ouvert. Les professionnels de santé du 36, vous pouvez dès maintenant demander des avis psychiatriques ou faire des orientations sur les groupes TCC. On va essayer avec OmniDoc de créer, en fait, de faire 2 lignes pour faire MGPSY 37 et MGPSY 36 pour que ce soit encore plus fluide.
Mais en tout cas, dès aujourd'hui sur MGPSY 37, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire les orientations. Le seul petit bémol, c'est que en passant par cette ligne, vous allez avoir pour les professionnels de santé du 36 accès aux 3 orientations, insomnie, dépression et burn-out. Et donc, burn-out ne concerne vraiment que le 37. Donc, vous ne pourrez pas voilà, faire la demande pour le burn-out sur le 36. C'est la seule chose. Mais sinon, dès maintenant, vous pouvez faire les adressages, il n'y a aucun souci. Donc, dans le formulaire d'orientation sur OmniDoc, les éléments qui sont importants pour nous, c'est bon, déjà de connaître le choix de l'atelier, donc insomnie ou dépression, de bien noter l'adresse postale et le numéro de téléphone du patient. Et après, vous avez un espace pour mettre des commentaires. Euh, Nous, ce qui peut être intéressant, notamment après pour les entretiens d'inclusion, c'est de connaître les traitements ou les signaux d'alerte. Enfin, Margot et Sophie, si vous voulez compléter un petit peu à ce niveau-là, ce qui est intéressant dans la description faite sur OmniDoc, c'est ce qu'on met, nous, dans le fichier d'entretien d'inclusion, tout à la fin, la dernière colonne, un peu sur des commentaires, quoi. Je ne sais pas si vous avez des choses particulières, vous, que vous regardez quand vous faites les entretiens d'inclusion à ce moment-là, par rapport à la demande qui a été faite sur OmniDoc. En effet, souvent il y a il y a des commentaires en effet sur des fois l'origine, les choses comme ça. Après, de toute manière, nous on a un peu un protocole sur en tout cas l'inclusion, donc on va reposer sûrement sur certaines questions. Mais nous, ça nous permet d'avoir quelques infos et des fois, je rebondis sur quelque chose quand on parle du choix de l'atelier. Des fois, c'est aussi de noter un peu les antécédents et potentiellement, des fois, ça permet de voir, par exemple, que le médecin hésitait en disant, bah, il y avait aussi par exemple, une admission pour de la dépression, mais il y a des troubles insomniaques. Et nous, ça nous permet ça, comme ça, on peut aussi rediriger les questions pour évaluer, OK, sur quel groupe c'est le plus adapté en fonction de la situation, en sachant que on peut pas faire deux, enfin, même si ça peut être intéressant pour la personne d'avoir les deux groupes, ça sera jamais, ils peuvent pas avoir deux groupes en même temps. Il faudra choisir, et bon, alors en fonction des problématiques, souvent, bah voilà, une admission pour insomnie, sauf que les troubles dépressifs sont très très présents, et ben il vaut mieux commencer par la dépression pour que ça soit stabilisé, pour ensuite faire un groupe à la suite sur l'insomnie. Donc, si jamais il y a un changement de groupe, enfin, on va redemander de faire un adressage sur OmniDoc avec le bon intitulé de l'atelier pour nous la logistique du dispositif. Donc voilà, les commentaires. Après voilà, c'est ce qui peut vous venir, des choses un petit peu annexes qui vont permettre de faciliter un petit peu nous l'admission et de cibler les questions qui nous semblent importantes. Je sais pas s'il y a des choses à rajouter, Sophie. Alors, en tout cas, oui, ce qui peut être intéressant et qui peut permettre de gagner du temps sur l'entretien d'inclusion, c'est tout ce qui est comorbidité et antécédents. Je veux dire, un patient qui est orienté pour un atelier dépression et donc c'est le premier épisode dépressif, c'est pas la même chose que quelqu'un qui en est à son troisième épisode dépressif avec des troubles anxieux associés. Voilà. Donc ça peut effectivement nous permettre de gagner du temps sur le questionnaire et sur la recherche de est-ce que c'est bien ce qu'il y a de plus adapté pour ce patient-là. Parce que moi, je leur disais toujours, effectivement, l'atelier, j'ai besoin de savoir si l'atelier, il est fait pour vous ou pas. Voilà. Est-ce que vous, vous êtes fait pour l'atelier? Oui, c'est une chose, mais est-ce que l'atelier, c'est la meilleure stratégie pour vous dans l'état actuel? Donc, ça veut dire aussi qu'il faut pouvoir discuter de tout un environnement qui va avec. Et on a besoin d'un peu de temps pour ça. Alors, on a une question de Dr. Laurence Laurence. Philippe. On vous écoute. Oui, bah peut-être que c'est peut-être une diapo d'après. C'était en fait pour avoir une idée du profil type de personnes déprimées ou insomniaques qui peut bien cadrer avec ce type d'atelier parce que effectivement, on peut supposer qu'une dépression aiguë va pas attendre 6 mois, surtout quelqu'un qui travaille et qui est en arrêt pour pouvoir suivre ses ateliers. Donc il y avait la question un petit peu du profil type, même j'imagine que il peut y avoir des variantes, bien sûr. Et puis ben, les horaires, en fait, de ces ateliers, justement par rapport à la disponibilité des gens. Ouais.
Alors, en effet, les profils types, ce sera dans les diapos d'après, on y viendra. D'accord. Pour les horaires des groupes, donc on proposera des horaires là, voilà, qui correspondront forcément pas à toutes les personnes. Ceux qui peuvent être inclus dans des groupes, mais où les horaires qu'on propose au moment où on fait l'entretien d'inclusion ne correspondent pas, ils sont sur liste d'attente et nous, ça nous permet après, en fonction de la demande, de pouvoir proposer d'autres groupes aux bons horaires. Nous, en exemple, sur le 37, on a des ateliers qui se déroulent soit le matin, du 9h, 11h. Sinon, j'en ai quelques-uns 14-16h et après, on a beaucoup de 18h, 20h aussi. Donc, ça permet quand même d'avoir le choix entre matinée, après-midi et soir. Donc, Ok, voilà, on arrive à refaire merci. un petit peu à tous les moments. Par rapport à ce formulaire, donc, enfin, à l'adressage sur OmniDoc, donc pour l'instant, les commentaires, voilà, c'est libre. Vous avez une plage pour écrire, donc on vous a un petit peu donné des indications. À venir, c'est d'ici le 15 juin, normalement, au niveau des échéances. Il y aura il est possible que quand vous allez sur OmniDoc, vous vous retrouviez face à un questionnaire avec des questions plus oui, non, enfin, qui vous permettront en fait de pouvoir répondre, enfin, d'avoir Oui, une trame en l'idée, tout oui. cas Mm. pour l'orientation dans pour la demande d'orientation. C'est ça, hein, Sophie? Oui, c'est ça. En fait, ce sera une trame. Vous avez un petit texte qui vous permet de rappeler à quoi correspondent les ateliers, les durées, etc. Puis ensuite, des questions un peu à réponse oui-non pour vous aider un peu à voir la motivation, enfin, des petites choses comme ça qui vont être installées. Donc, tout ça, c'est en cours. Donc, ne soyez pas surpris si en faisant un adressage, il y a un petit questionnaire. Le but, c'est de pouvoir le faire sur le temps du rendez-vous avec le patient. Et donc, voilà, comme on le disait, les adressages se font via OmniDoc. Et donc, il n'y a pas d'adressage par mail ni sur ordonnance papier parce que ça arrive encore. Alors, par expérience, oui, on a voilà, des professionnels qui ne seraient pas forcément au courant sur le dispositif. Et souvent, c'est à la demande du patient. Donc, ils rédigent une ordonnance. Donc, bah, le patient nous appelle et nous envoie l'ordonnance. Mais bien souvent, sur l'ordonnance, il y a pas tous les éléments. Donc, bah, dans ces cas-là, on reprend contact avec le médecin. Et puis, si possible, le médecin refait sa demande sur OmniDoc pour qu'on puisse avoir tous les éléments et faire le suivi derrière. Alors justement, là, ça va, je l'espère, répondre à votre question, docteur Philippe. Euh, il y a une liste déjà des critères d'exclusion sur le site internet. Quand vous allez dans l'onglet Atelier TCC, vous avez là, on a fait une capture d'écran, voir la liste complète des critères d'inclusion, donc d'exclusion, pardon. Donc vous avez ça pour la dépression et pour l'insomnie. Déjà au niveau des critères généraux d'inclusion. Ce qui est important, c'est une assiduité sur l'ensemble des semaines. Au bout de 2 absences à un groupe, on est obligé d'arrêter la participation de la personne parce que du coup, elle ne pourra pas bénéficier pleinement de ce qu'on lui apporte dans le groupe. On demande aussi un investissement dans la réalisation des tâches entre les séances et la motivation aussi à faire un travail en groupe, à participer à un groupe. Donc, on s'adresse, oui, à un public adulte, plus de 18 ans, Oui. sans troubles cognitifs ou déficience intellectuelle et sans problématiques addictives au premier plan et maîtrisant la langue française. C'est important parce que sur les groupes, ils travaillent sur des supports papier. Enfin, ils ont tous un livret. Donc, c'est important pour pas être dérouté. Je crois que Sophie, t'avais éventuellement, si tu veux intervenir sur ce Oui, ben, sujet. par exemple, sur l'atelier Burnout qu'on a démarré récemment, il y avait une jeune femme qui, effectivement, était de langue française maternelle, qui s'exprimait correctement, mais qui avait beaucoup de difficultés avec l'écrit.
et qui donc a décidé de ne pas rester dans le groupe parce que la lecture était complexe pour elle et fatigante et que elle avait du mal également à écrire puisqu'il y a des tâches où il faut écrire, décrire des situations, des émotions, des pensées et ça lui semblait trop coûteux cognitivement de pouvoir le faire. Elle répondait aux critères de burn-out, mais ça par contre c'était compliqué pour elle. Voilà, typiquement. Oui, pour vous donner un peu une image de ce qu'ont enfin, au niveau voilà, de la langue française ou de la lecture, les participants au groupe, ils ont un livret à peu près 80 pages avec beaucoup de contenu et de choses à lire, à faire aussi entre les séances. Donc quand on est à l'atelier, peut-être que les animateurs peuvent un peu étayer, mais quand ils sont seuls chez eux à devoir essayer d'investir les tâches prescrites, c'est compliqué s'ils n'ont pas accès à la lecture, quoi. Pour répondre sur le tabagisme important, alors il faut quand même que la personne puisse tenir 2 heures sans fumer, au moins, qu'elle puisse ne pas interrompre sa participation au groupe. Après, le tabagisme n'est pas vraiment un problème, mais on va avoir plus des problèmes sur ces groupes-là ou sur ces profils-là avec alcool et cannabis. Voilà. Au niveau de l'insomnie, qui est adressé? Là, du coup, on va donner la parole à Margot et Sophie sur voilà, pour les critères plus précis pour l'exclusion, l'inclusion spécifique et l'atelier insomnie, et avec, en illustrant avec des exemples. Moi, là, j'ai un exemple. Rien que le fait de voir si l'insomnie, elle est bien, enfin, c'est bien la problématique principale, dans le sens où moi, j'ai eu une admission d'une personne qui avait des troubles de l'insomnie, mais l'environnement dans lequel elle était n'était pas propice à la mise en place des outils qu'on allait lui proposer pendant le groupe. C'est-à-dire que elle était dans une période très transitoire, elle habitait chez sa fille de manière, pour le moment, donc elle n'avait pas encore son logement et elle vivait dans le salon, c'est-à-dire qu'elle avait son matelas dans le salon, ce qui fait que en effet elle était réveillée en plus, alors peut-être qu'il y avait des troubles d'insomnie hein, de base, mais elle était réveillée dès que quelqu'un passait et c'était pas très isolé, donc le logement faisait qu'elle n'aurait pas pu mettre en place les outils à disposition. Donc là ce que je vais proposer, voilà, c'est que l'admission puisse se faire plutôt quand elle aura son logement, qu'elle aura retrouvé une stabilité au niveau du logement pour pouvoir justement mettre en place ces outils dans le groupe. Donc il y a aussi tout l'environnement qu'il faut aussi questionner avant l'adressage de OK, est-ce que cette personne elle va être adaptée donc déjà comme on a évoqué hein, au niveau de son profil sur l'aspect cognitif, addiction, etc., mais aussi sur son environnement. Donc ça peut être aussi un environnement aussi, bah là, et voilà, il y a un nouveau-né, donc la personne est réveillée toutes les nuits, etc. Ok, bah là ça va peut-être pas être le moment d'adresser pour ces troubles d'insomnie. C'est plutôt si après ça perdure qu'on va pouvoir re-questionner ça. Alors, ça va être plutôt ces patients que vous avez qui ont cette plainte de troubles du sommeil depuis déjà longtemps, alors que ce soit des troubles de l'endormissement, des réveils précoces ou même voilà, une nuit un peu hachée. Vous avez essayé plusieurs traitements entre les anxiolytiques, les hypnotiques, etc. Euh, on a souvent des patients qui sont encore sous traitement et qui voudraient s'en débarrasser, qui disent, bah moi, effectivement, je dors bien quand je prends mon comprimé le soir, mais j'en ai marre, je voudrais vraiment pouvoir me débarrasser de ça. Donc, on est sur tout type d'insomnie. Ce qu'on va exclure, c'est les insomnies liées aux pathologies somatiques douloureuses, typiquement. J'ai des douleurs et elles m'empêchent de dormir. Voilà, là, effectivement. On va être très précautionneux. Alors, je ne sais pas, Margot, comment tu réagis à ça, avec des patients qui travaillent en horaire décalé ou travaillent de nuit ou travaillent en équipe. Travaille en équipe, je suis une semaine du matin, une semaine du soir. Donc, en fait, bah, le sommeil, il est décalé de facto, il est perturbé par le rythme de vie. Ils peuvent en tirer un bénéfice, mais c'est pas simple pour eux. Et même, d'ailleurs, c'est pas simple de venir au groupe parce qu'une semaine sur deux, bah, en fait, voilà, ils sont pris au travail au moment des horaires du groupe. Et puis, moi, j'insiste beaucoup aussi sur tout ce qui est insomnie, qui est une manifestation d'hypervigilance chez des gens traumatisés qui est en fait un signe du psychotrauma, que ce soit un trauma simple, voilà, je ne dors plus depuis qu'on a été cambriolé, par exemple, ou je n'ai jamais très bien dormi parce que depuis que je suis toute petite, mon environnement est insécure. Voilà.
Donc vraiment, vérifier aussi si ces troubles du sommeil ne sont pas liés à une forme de vigilance nocturne, auquel cas il faut d'abord prendre en charge le traumatisme et après on peut envisager de reprendre, voilà, de prendre en charge les insomnies. Mais pour ces patients-là, c'est très compliqué de pouvoir adhérer au traitement et c'est très perturbant pour eux, même si effectivement ils se retrouvent entourés de gens qui ont les mêmes problèmes qu'eux, c'est pas la même racine de problème. Ouais, et je complète avec le fait aussi que il faut aussi avoir des personnes qui sont stables émotionnellement, hein, que il y ait pas trop de problématiques, bah, parce qu'il y aura la gestion du groupe. Bah, en effet, hein, l'idée du groupe de psychothérapie, c'est pas forcément de rentrer un petit peu dans la problématique de fond et de faire une psychothérapie individuelle, hein, donc c'est du groupe. Donc là, c'est plutôt le partage d'outils. Mais voilà, si c'est des personnes qui sont pas stables, vous les voyez, ça s'effondre directement, bah, ça peut être compliqué à gérer pour les animateurs. Donc, ça peut être après à re-questionner, à mettre par exemple dans les commentaires et nous, on peut l'évaluer lors de l'admission. Et après, il y a aussi au niveau de tout ce qui est, voilà, s'il y a une dépression sévère, bon, là, on l'a évoqué tout à l'heure, mais bah, ça veut dire que la personne, peut-être, elle va pas pouvoir réaliser des tâches. Euh, Ça peut être aussi s'il y a une phobie sociale. Donc, si vous voyez que la personne, c'est très difficile pour elle de sortir, de rencontrer des gens, etc., ça va être à questionner sur la prise en charge groupale et de être, est-ce que c'est vraiment adapté pour elle ou pas. Si elle peut pas venir ou si ça lui amène beaucoup d'anxiété, ça peut être contre-productif. Donc, ça aussi à re-questionner, quoi. L'intérêt enfin, moi, je trouve que ce qui est important, c'est de bien expliquer effectivement aux patients que vous allez adresser que c'est pas une thérapie personnelle au milieu d'un groupe. C'est-à-dire que leur histoire personnelle, l'histoire de leur insomnie, en fait, j'allais dire, on s'y intéresse pas. C'est vraiment un groupe où en fait, on va s'approprier des outils concrets pour pouvoir récupérer un sommeil de qualité et de quantité. La raison pour laquelle je dors pas, c'est, voilà, j'ai même pas besoin d'exposer en fait. Donc, c'est de leur expliquer que, un, on est là pour s'approprier des outils. Deux, toutes les personnes qui sont dans le groupe ont le même problème. Et ça vaut encore plus pour dépression. Oui, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je vais pas oser m'exprimer. En fait, tout le monde est en souffrance dans ces groupes. Donc, c'est bien de dire, OK. Voilà. C'est en fait un cadre bienveillant. Enfin, moi, sur le nombre de groupes que j'ai animés, jamais j'ai eu un problème au sein du groupe. Alors, je sais que peut-être qu'il y a pu y avoir sur d'autres groupes, mais en général, les groupes sont bienveillants parce que les patients, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir des troubles du sommeil ou de la dépression, qu'ils peuvent partager des trucs. Alors, sur Insomnie, typiquement, ils vont partager tout ce qu'ils ont pu essayer et qui n'a pas marché. Voilà. Mais c'est aussi les rassurer sur le fait que ces groupes-là, c'est vraiment, on est ensemble pour un problème et on constitue notre boîte à outils tous ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez des Et questions sur voilà, Insomnie? c'est ce que j'allais dire. On va peut-être faire un temps question avant d'attaquer dépression. Ok, Non, merci. c'est très clair. Et ben alors, du coup, on va passer au groupe dépression. Alors, Ah, groupe on t'entend pas, dépression. Margot, t'as pas. Ouais, Oui, ah ouais. bah, Vas-y, vas-y. Margot, démarre. Je me suis fait avoir par moi-même. Euh, Vas-y. alors, bah, en fait, ce que j'allais évoquer, c'est que il y a toujours un peu la même idée de ce qu'on a évoqué pour le groupe Insomnie. Après là, peut-être une plus grande vigilance sur l'aspect, la stabilité émotionnelle, notamment potentiellement de questionner s'il y a comment des envies suicidaires, etc. Si la dépression est trop lourde, avec une incapacité à venir à des groupes, là, ça va être une contre-indication. Nous, ça nous est, moi, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Je crois que ça arrivé qu'une fois. C'est tombé sur moi. On a eu une personne qui s'est suicidée pendant la période du groupe. Donc bon, après ça a été aussi intéressant parce qu'on a pu évoquer le suicide avec les autres participants. Mais voilà, ça peut arriver. Alors potentiellement ça peut se dégrader au cours du groupe, hein, donc on peut ne pas le savoir et que ça se dégrade comme ça. Mais je pense que c'est important aussi de voir où en est la personne sur sa dépression, parce que si c'est une dépression trop sévère, bah, va y avoir des conséquences sur la mise en place du groupe. Euh, donc voilà pour ça mon expérience à moi. Sophie, est-ce que tu as des choses à Moi, je rajouter par dirais rapport à ça? typiquement, alors le profil type, s'il y a un profil type, c'est l'épisode dépressif réactionnel, je dirais, typiquement le passage à la retraite.
la séparation, enfin le couple qui explose, la perte d'un emploi. Et je trouve que l'intérêt du groupe dépression, alors il y a une partie activation comportementale où on va se remettre en mouvement. Alors l'avantage, c'est qu'à la quatrième séance, déjà ils se sentent mieux parce qu'on les a remis en mouvement, parce qu'ils commencent à bouger, ils retrouvent l'énergie de refaire des choses, donc c'est plutôt intéressant. Et l'avantage du groupe, une fois de plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de découvrir que, un, la dépression, c'est une maladie, que deux, je suis pas le seul à souffrir de ça et avoir ces pensées-là et avoir ces difficultés-là. Et le groupe est très réparateur pour ça, il est très contenant, il est très aidant. Euh, c'est vraiment l'intérêt. Moi, j'ai vu des groupes alors, j'ai un groupe qui date d'il y a 3 ans, où ils se voient toujours 2 fois par an. Et ils se soutiennent les uns les autres. Quand il y en a un qui va pas, les autres viennent, etc. Donc enfin voilà, la mayonnaise a prise pour dire voilà, et c'était vraiment intéressant. Mais voilà, c'est typiquement le profil type, c'est le patient qui voilà, qui s'est effondré après un événement de vie, qui a du mal à remonter la pente, voire, et là une fois de plus, le groupe est intéressant, des patients dont une des manifestations majeures, ça va être le repli social. Quelquefois, le fait de venir en groupe, d'avoir une obligation d'être avec des gens, de parler avec des gens, de rentrer en contact avec des nouvelles personnes qui sont bienveillantes parce qu'elles sont comme moi en difficulté, en souffrance, ça peut les aider aussi à reprendre confiance en eux et à retrouver un peu de socialisation. Ça peut être aussi un des bénéfices de la dépression, du groupe dépression, avec ou sans traitement. Ouais. Voilà. Et je voulais compléter, en effet, pour rebondir sur ce que dit Sophie, et juste aussi le fait qu'elle puisse prendre du temps pour elle. Et bon, en effet, il y a ce côté un peu obligé, c'est-à-dire elles se sont engagées sur toutes ces séances, mais ça veut dire qu'elles arrivent à se dégager 2 heures sur 11 séances, et elles se rendent compte que elles peuvent trouver ce temps-là. Et donc, c'est très aidant et ça nous permet après, des outils que l'on peut proposer, à leur montrer que, bah, en fait, oui, mais c'est possible. Là, elles le font. Et donc, ça aide beaucoup. Et c'est vrai qu'on a des très bons retours sur ces groupes avec, en tout cas, on a un avant et après. Et c'est assez chouette, même en tant qu'animateur, de voir ça. Et en effet, pour les patients, c'est assez chouette. Alors là, sur dépression, je pense aux critères d'exclusion. Donc, Margot parlait de la dépression sévère. C'est voilà, les critères de sévérité, les idées suicidaires. Et là, pour le coup, les troubles addictifs vont jouer un rôle, que ce soit alcool, cannabis, ou je me suis retrouvée dans un groupe avec un patient hyper médicalisé, hyper psychiatrisé et hyper traité. Et donc, en fait, il était tout le temps en train de jongler entre ces différents traitements et presque il faisait la promotion dans le groupe voilà, des traitements qu'il avait. Et pourtant, il était là, c'était compliqué pour lui de vivre avec cette dépression. Donc, mais il était très dépendant à ses anxiolytiques, à ses antidépresseurs, voilà, etc. Il avait toute une flopée de traitements. Donc ça, c'était signe d'une sévérité de la pathologie qu'on n'a pas forcément vue à l'inclusion. Mais on a des surprises comme ça parce que aussi on a des patients qui disent pas tout à l'entretien. Donc c'est le risque qu'on prend aussi. Voilà. Ouais, et pareil, si en effet la dépression est vraiment trop sévère, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait certaines personnes qui soient hospitalisés, même sur des courtes périodes, pour juste pour pouvoir redescendre et stabiliser un petit peu. Mais le problème, c'est que c'est sur le temps du groupe, et donc bah ça nous permet pas d'amener une continuité dans les outils. Donc là, ça aurait été plus pertinent de différer le groupe à un moment plus stable pour avoir tous les outils. Donc voilà, ça rentre toujours en lien avec la sévérité de la dépression à questionner. Merci. On va peut-être passer à un petit temps question sur ce sujet, docteur Philippe. Oui, moi en fait, c'était pour rebondir par rapport à l'autonomisation du groupe. Après, c'est des choses qu'on voit dans la MSP, hein, dans les ateliers collectifs, hein, quand on fait du sport adapté, des ateliers mémoire, etc. Quand un groupe marche bien, eh bien, c'est compliqué la fin du groupe, en fait. Donc en fait, comme en santé mentale, c'est quand même très, très puissant, la pérédance, je voulais savoir si du coup, c'était des pistes que vous donniez à certains patients à la fin d'un atelier collectif comme ça, en particulier en dépression, de pouvoir s'investir dans la pérédance, puisque c'est quelque chose qu'ils découvrent à l'intérieur de leur groupe. Voilà. S'il y avait un lien entre cette expérience collective
et des propositions pour certaines personnes qui peuvent paraître leaders ou en tout cas bénéficier d'une position dans laquelle finalement ils s'épanouissent et ils trouvent du sens à se rendre utile à l'autre, si du coup bah, c'était des idées qui se véhiculaient à la fin d'une session, par exemple, d'aller les encourager à rejoindre, pourquoi pas, des formations en paire et danse. Alors, c'est pas un discours que moi je tiens personnellement, mais effectivement, ça pourrait être une piste intéressante. Mais aujourd'hui, non, c'est pas un discours qu'on tient, effectivement. Ouais, moi non plus, notamment aussi parce que quand la fin du groupe arrive, euh, il y a pas, il y a souvent un mieux-être, mais pas encore assez pour avoir, je pense, assez d'expérience euh, pour être dans ce processus de, OK, alors là, je vais peut-être faire de la péridance, parce que dans l'idée, en fait, ce qu'on leur propose, c'est de continuer à utiliser les outils jusqu'à ce qu'elles puissent s'en passer. Et c'est à ce moment-là que potentiellement ça peut être intéressant d'amener cette idée de péridance. Mais en effet, je pense que ça peut être quelque chose à questionner sur certains profils de personnes. Je pense que c'est très pertinent. Après, notamment plutôt sur la fin du groupe. Euh, souvent, on fait un peu un retour oral de l'apport de chaque outil, de comment elles se sentent, et potentiellement, on redirige des fois certaines personnes, soit sur des suivis individuels pour continuer un petit peu ce travail-là, soit aussi sur après des choses enfin en tout cas des dispositifs de santé qui leur permettent de continuer cette démarche-là si jamais il y a besoin. Ça peut être par exemple des associations d'aidants en fonction des besoins, etc. On essaie un peu d'individualiser. Mais c'est vrai que dans la pérédance, là, comme ça, dans les profils que j'ai eus des personnes de ces groupes, là, j'ai pas de profil en tête où je me dis, ah, ça aurait pu être intéressant. Mais je pense que c'est quelque chose à garder dans le coin de la tête. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout semble clair sur l'insomnie et la dépression. C'est Après, chouette. on peut continuer. Et puis, s'il y a des questions qui viennent après, Oui, on... on refera un temps question après. Alors, donc là, suite à l'entretien d'inclusion, donc la personne qui a bénéficié de l'entretien d'inclusion, soit la réponse est inclus, soit c'est non inclus. Si la personne, on se dit qu'elle peut être inclue dans un groupe, donc soit il y a un groupe qui est planifié et qui correspond à ses disponibilités horaires et géographiques, et donc dans ces cas-là, elle est inscrite dans le groupe. Ou sinon, elle est inscrite sur une liste d'attente dans le secteur géographique qu'elle souhaite. Ça peut aussi être inclus, mais c'est comme le disait Margot, des fois c'est avec un changement d'orientation. Donc, par exemple, on fait toujours la dépression avant l'insomnie si jamais les deux groupes pouvaient être pertinents. Et suite à un entretien d'inclusion, il peut aussi arriver que la personne ne soit pas inclue, soit parce que suite à cet entretien, finalement, le patient refuse de participer, enfin, il se dit que c'est pas le moment pour lui ou qu'en tout cas, ça ne lui convient pas. On peut avoir retrouvé des critères d'exclusion, ça peut être une incompatibilité d'agenda, par exemple, comme disait Sophie, des personnes qui sont en horaire variable, ou ça peut aussi être qu'on considère que c'est pas pertinent pour le moment pour la personne. Quoi qu'il en soit, si c'est inclus ou non inclus, nous, on vous fait un retour écrit par la messagerie OmniDoc au médecin qui a prescrit et au médecin généraliste s'il était différent. Si par exemple c'était le médecin du sommeil qui avait orienté vers les groupes, on va aussi envoyer un message au médecin généraliste. Et donc tout ça, ça se fait sur la conversation OmniDoc sur laquelle vous avez orienté le patient. Pour les personnes qui sont incluses, voilà, l'atelier se passe. À la fin de l'atelier, les animateurs rédigent un bilan individuel qui est transmis au médecin prescripteur, au médecin généraliste s'il est différent et aux patients. Il y a aussi une synthèse globale du groupe avec des indicateurs. Donc là, Sophie, peut-être tu sauras un Oui, peu en fait, plus c'est que parce qu'à moi. la fin enfin, concernant les ateliers, en début et en fin, ils ont un bilan qui est réalisé avec les animateurs.
Et à la dernière séance, il y a ce qu'on a appelé une enquête de satisfaction. Et du coup, c'est sur cette enquête qu'on fait une synthèse, mais qui est transmise uniquement aux médecins prescripteurs et aux médecins généralistes, mais pas aux patients, pour voir un petit peu aussi les retours sur le groupe. Ça vous permet d'avoir un peu un ensemble de comment s'est déroulé le groupe et en tout cas ce qu'en ont pensé aussi les patients. Et tous ces Et donc tout retours, ça du se coup, fait sur OmniDoc. voilà, Pardon. les bilans, non, non, mais c'est ça. Tous les retours, Oui. les bilans, effectivement, sur OmniDoc, c'est bien pratique parce que on peut vous glisser les pièces jointes et en rappelant votre patient, vous récupérez toutes les informations. Le bilan individuel là, qui est rédigé par les animateurs, c'est un bilan, enfin voilà, vraiment c'est rédactionnel, quoi, c'est écrit. Après le bilan, enfin il y a aussi du coup des tests, des bilans d'auto-positionnement qui sont faits à la première séance et à la dernière séance. Les animatrices, Oui, je ne dis mais pas de bêtises. c'est ce que tu retrouves sur le bilan, en fait. Sur le bilan, on va trouver les résultats au questionnaire en première séance et dernière séance. Donc, ça permet de voir l'évolution. Et on la corrèle ou non au ressenti ou au verbatim du patient. Le bilan, il est assez court, hein, il est très factuel. C'est voilà, c'est les résultats à T0 et à la fin de l'atelier. Le nombre de participations, l'implication, est-ce que le patient s'est saisi des outils, est-ce qu'il a eu des difficultés, etc. On peut éventuellement faire une recommandation. Margot parlait tout à l'heure de suivi individuel ou de vigilance sur quelque chose de particulier. Et puis voilà, donc c'est très synthétique et c'est auto-questionnaire et vécu du patient. Donc, nous, on arrive à la fin de notre présentation. Si vous voulez plus d'informations, il y a donc le site internet sur lequel maintenant on a donc les deux volets 37 et 36. Enfin, vous pouvez choisir par département pour pouvoir voir euh, les, les groupes mis en place, le planning des groupes pour chaque département. Euh, et on a donc les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, et on vous a mis nos contacts, donc le contact du 36 et le contact du 37. Surtout, faut pas hésiter à nous appeler ou nous envoyer un mail si vous avez une question par rapport à l'orientation vers les groupes. Enfin, nous, si on peut y répondre, ce sera avec plaisir. Du coup, voilà, on va vous laisser aussi un temps si vous avez des questions sur la présentation. Allez-y, docteur Philippe, on vous écoute. Je suis désolée, c'est tout. J'aime beaucoup la main. Oui, on a quand même pas mal de gens qui ont une association de syndrome dépressif et de douleur chronique, en fait. Alors, vous avez parlé de l'exclusion de la douleur chronique pour les troubles du sommeil, ce qui est logique, en fait, hein, parce qu'effectivement, on se dit, bah, si la douleur va mieux, le sommeil va mieux aller aussi. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui intriquent une plainte chronique, donc non, enfin, qui n'est pas liée à une pathologie évolutive, donc plutôt de type fibromyalgique, on va dire, avec le syndrome dépressif. Est-ce que là, c'est un critère d'exclusion? Parce que ça me paraît exclure du coup pas mal de personnes hein, qui sont tout simplement en insatisfaction globale de leur vie, hein, qui sont dans un discours négatif comme ça, du coup, qui sont pas suicidaires pour autant, mais qui sont une espèce d'anédonie permanente de côté gris et gris foncé plutôt que gris clair et du coup voilà. Est-ce que ça vous paraît être un obstacle à participer au groupe? Alors, je vais m'exprimer en mon nom propre, voilà, parce que voilà, je peux pas généraliser. Euh, Vous avez cité la fibromyalgie. Pour moi, la fibromyalgie est souvent associée à des difficultés à réguler ses émotions, globalement. On va se retrouver avec des patients qui vont présenter plutôt des émotions très orientées sur colère, rage, frustration, rancœur, etc. Et qui gèrent pas. Alors, il y a des patients qui vont bien gérer leur fibromyalgie, d'autres moins. Je dirais que, alors, à mon sens, la fibromyalgie ou les pathologies douloureuses sont pas un critère d'exclusion, c'est plutôt mon rapport à ma maladie et mon rapport à mes douleurs. Est-ce que mes douleurs sont
envahissantes ou mes ruminations sur mes douleurs sont envahissantes au point que j'ai du mal à prendre de la distance. C'est plus ça. Moi, en tout cas, personnellement, je ne sais pas ce que va être l'avis de Margot, mais moi, quelqu'un qui tourne émotionnellement en boucle sur ses douleurs, en disant je peux rien faire, voilà, je suis coincée, ça va pas, et puis je m'en sortirai jamais, et puis voilà, qui va avoir des pensées automatiques négatives très fortes liées à la douleur, avec des émotions intenses, je dis que ça risque d'être compliqué. Je rebondis un petit peu sur ce que dit Sophie. Je suis un peu dans la même optique dans le sens où ça va dépendre complètement des personnes, mais c'est plutôt est-ce que la douleur est très très présente et pour elle c'est la seule grosse problématique. Si jamais il y a que ça va être compliqué après de se décentrer pour utiliser les outils. Après il y a des personnes, ils ont des douleurs, c'est ok, mais ça peut passer en second plan. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur des choses pour amener des choses. Donc là, c'est à questionner avec la personne. Si la personne, quand elle vient vous voir et qu'elle parle que des douleurs, et c'est les douleurs qui sont responsables de l'inactivation au quotidien et que ça prend énormément de place, pour moi, ça va être difficile parce que là, on va pas pouvoir traiter la douleur. Mais Donc, ça en peut fait, pas on va pas marcher. pouvoir résoudre ça. Ça peut pas marcher avec ce type de personnes Oui, parce que pardon. dans ces cas-là, c'est des personnes dans lesquelles qui ne vont pas faire de lien avec la santé mentale, hein, entre leurs douleurs chroniques. Donc dans ces cas-là, ils vont pas du tout comprendre pourquoi on leur proposerait des ateliers sur la dépression. Donc non, non, Ouais. je pensais à des personnes qui sont capables d'intégrer ça dans un contexte plus global, effectivement, où ça fait partie des problématiques qui entretiennent aussi un petit peu le syndrome dépressif, de jamais s'en sortir. Donc effectivement, quelqu'un qui ne fait pas de lien avec la santé mentale, je pense que c'est juste impossible, effectivement. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, oui, en effet, c'est déjà arrivé hein, qu'on ait des personnes avec des douleurs chroniques, mais qui le gèrent au quotidien. Hein, c'est-à-dire qu'elles ont mal, mais elles arrivent en tout cas, utiliser les outils quand même au quotidien pour améliorer hein, leur santé mentale en mettant en place ces choses-là. Et justement, après, des fois, ça améliore aussi la gestion de la douleur parce que bah, on s'occupe, on travaille autre chose, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, dans ces cas-là, ouais, oui. Ouais. Ça va être vraiment, c'est en termes de motivation, je crois, et d'implication. C'est-à-dire que si les douleurs, aussi tangibles et réelles soient-elles, ont un bénéfice secondaire, c'est-à-dire ça me permet d'être le centre de l'attention de ma famille, ça me permet, etc. Là, ça va être compliqué parce qu'on va essayer de lever quelque chose qui a un bénéfice. En revanche, effectivement, moi j'ai une patiente que je suis en train de chercher, elle avait une maladie de Crohn. Voilà. Mais elle était dans une disposition en disant ma maladie de Crohn, c'est ma maladie de Crohn et mon humeur, c'est autre chose. Et autant ma maladie de Crohn, bah, voilà, le traitement, il est ce qu'il est. Autant moi, je veux pouvoir reprendre ma vie, même si c'est compliqué avec cette maladie, je veux pouvoir retrouver mon énergie d'avant. Donc là, on était sur quelque chose. Et je pense que c'est l'entretien d'inclusion qui sert aussi à évaluer la motivation des patients et l'engagement à vouloir aller mieux, vraiment. Est-ce qu'on a d'autres questions? Le temps que les questions émergent. Ah, est-ce que d'autres... Oups, c'est un projet. D'autres thèmes? D'autres thématiques? C'est ça que vous voulez? Alors, non, pour l'instant, il y a vraiment insomnie et dépression sur le 36, 37 le burn-out, et peut-être qu'il y aura d'autres, mais pas pour le moment. C'est, c'est un gros boulot de mise en place, tout ça, quand même. Hmm. Donc, voilà. Non, Si on pour arrive l'instant, déjà, non. si on arrive déjà à s'en emparer dans le 36, ce serait déjà pas mal parce que là, on n'est pas Oui. hyper nombreux quand même, hein. Donc, il faut trouver les personnes, il faut trouver le temps de leur expliquer à quoi ça correspond, quels bénéfices ils peuvent y Hmm. trouver. On n'est pas dans la même temporalité globale dans le 36 que dans le 37 au niveau de notre disponibilité à accorder du temps aux patients pour leur expliquer des choses. Et puis on n'est pas dans le même niveau socio-économique non plus. Enfin, en tout cas, globalement, en moyenne, on va dire.
Donc, c'est vrai que... Et on n'est pas non plus dans le même niveau de littératie en santé. Donc, du coup, voilà, la culture psy, je pense qu'elle est peut-être un petit peu encore plus éloignée en 36 qu'en 37. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on essaye, quoi, en fait, hein. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà, si vous avez un premier bilan du nombre de téléexpertises qui ont été faites de la part du 36. Moi, Alors, j'en ai fait deux. oui, il y en a déjà 10 qui ont été faites Super. depuis Ouais, que c'est pas... Blandine commence à évoquer le sujet sur le territoire. Là, oui, j'avais regardé la fin mai, il y avait déjà 10 demandes qui venaient du 36. On a déjà Ah, le premier patient aussi adressé pour les groupes. On en a deux. Il y en a eu un Deux. aujourd'hui aussi. Donc, on a deux. Donc, effectivement, la communication est déjà, enfin, commence à circuler. bah après, les réponses en téléexpertise, elles sont, effectivement, elles arrivent plutôt près du 15e jour que du deuxième, hein. Mais effectivement, faut pas que ce soit urgent. Mais par contre, elles sont très complètes. Voilà, ils prennent vraiment leur temps, nos collègues psy, pour nous apporter. Et si ça ne marche pas, plan A, vous essayez plan B. Et en même temps, c'est éducatif parce que du coup, ils nous remettent vraiment les molécules. Moi, j'ai trouvé que les réponses étaient de qualité. Oui, alors on est sur une moyenne de réponse entre 6 et 7 jours, mais effectivement, des fois, il peut y avoir un petit peu plus de délai et puis Pas suivant la grave. question, mais voilà, après, voilà, on essaye de faire des réponses quand même dans un délai acceptable. Et je précise aussi que pour les avis psy, c'est ouvert aux mineurs. Enfin, les demandes peuvent être faites. On a des pédopsychiatres qui répondent aussi. C'est important, c'est depuis fin l'année dernière. C'est-à-dire qu'autant les ateliers sont à destination que des patients majeurs, mais les demandes d'avis psy peuvent être faites même pour les enfants. D'accord. On a élargi. Et pour le document de présentation, alors je reviens aux ateliers. Tout à l'heure, vous avez montré un support avec un QR code. Donc, parce qu'au départ, il y a juste une affiche bleue là à mettre en salle d'attente, qui est pas très informative sur en quoi ça consiste en gros, hein. C'est juste un point d'appel. Mais du coup, pour les patients, avec ce QR code, ils peuvent trouver un peu en gros à quoi ça consiste, en quoi ça consiste, un peu les thématiques des ateliers, dans quoi ils s'engagent en fait, hein. C'est un engagement quand même. Oui. Oui, tout à fait, ça les renvoie sur le site internet. Et sur le site internet, en fait, les ateliers sont détaillés par rapport à la durée, le nombre de séances. D'accord. Apparaissent quelques critères d'inclusion, d'exclusion. Vous avez aussi sur le site internet, ce qui est intéressant pour les patients, c'est les témoignages. On en a régulièrement, puisque en fait, à chaque fin d'atelier, on a au moins une ou deux personnes qui vont déposer un témoignage. Super. Très bien. Donc ça, c'est assez parlant pour les patients, en fait, d'avoir aussi ce retour. Oui, vous pouvez aussi orienter les patients, enfin, quand vous leur parlez du groupe, vous pouvez les orienter vers le site internet pour qu'ils regardent un petit peu voilà, en quoi ça consiste, enfin, pour s'ils ont besoin d'avoir des avis et d'être rassurés sur le contenu. Il y a aussi cette possibilité-là de les orienter vers le site internet du dispositif. Euh, oui. Après, l'entretien d'inclusion, voilà, et c'est aussi le moment où les patients peuvent poser des questions sur comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est aussi, nous, on prend des informations, mais c'est aussi le moment où le patient, il peut oser poser des questions. Tout à l'heure, on disait le patient qui n'est pas inclus parce il veut pas venir. On a des patients qui vous disent oui à vous, médecin, quand vous leur proposez le groupe, et qui vont dire non à l'entretien d'inclusion parce que non, ah, mais il va y avoir du monde, je vais pas oser, etc. Et ils vous ont dit oui parce qu'ils n'osent pas vous dire non. Et voilà. Et du coup, ça peut être aussi un moment d'échange entre la personne qui fait l'entretien d'inclusion et le patient pour le rassurer, pour répondre à ses interrogations, pour lever ses freins. Oui, ça m'est arrivé récemment. Oui, oui, le médecin m'a conseillé, hein, mais j'ai pas osé lui dire que ça ne m'intéressait pas. Bon, après on en discute, on essaie de comprendre pourquoi. Bon, voilà, souvent c'est la prise en charge aussi groupale qui fait peur. Après, en expliquant, bon, des fois ça permet pas forcément de motiver la personne, mais voilà, ça reste après son choix et il faut aussi de la motivation, de l'engagement. Donc bon, c'est le jeu. Dans le chat, on a aussi peut-être des capsules vidéo sur les réseaux sociaux.
des outils en FALC pour sensibiliser le plus de monde à ces sujets psy. Oui, alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on n'a pas forcément les capsules vidéo. On a sur notre site internet, on peut retrouver toutes les soirées thématiques qui ont été faites sur les sujets. Mais c'est une idée, oui, pourquoi pas, pour sensibiliser sur ces sujets en santé mentale. Il y a d'autres questions ou réactions? Dans le 36, pour l'instant, si vous voulez du concret, au niveau des groupes, du coup, on a un groupe qui... Enfin, les groupes se mettent en place pour le mois de septembre. Euh, pour l'instant, concrètement, on a un groupe à Neuvy-Saint-Sépulcre, donc un groupe insomnie et un groupe dépression, qui débute la semaine du 15 septembre, si on a le nombre suffisant de participants. Et là, on est en train de... Enfin, on a les animateurs en tout cas, et on est en train de voir pour les créneaux, pour que ça corresponde à leurs créneaux et trouver une salle. À Issoudun, à Châteauroux, à Tournon-Saint-Martin et au Blanc. Donc là, dans toutes ces villes-là, c'est à peu près sûr qu'il y aura des groupes au deuxième semestre 2026. Le nombre minimum de patients pour démarrer un groupe, Sophie. Idéalement, on démarre avec minimum 6 patients parce que voilà, il peut y avoir aussi un départ. Donc, pour garder cet effet groupe, c'est l'idéal. Et Je puis dis pour que pas le qu'on n'a modèle pas fait quelques... médico-économique tienne aussi, il faut que le modèle médico-économique Oui. tienne, c'est-à-dire que ça a un coût Ouais. évidemment. Et en fait, on a souvent effectivement une personne qui va arrêter en cours de route parce que ça lui correspond pas, parce qu'elle n'est pas investie. Moi, j'ai eu un arrêt, par exemple, j'ai trouvé du travail et donc je peux plus venir en groupe. Voilà, il y a des choses comme ça où j'ai des préoccupations. On a un patient qui a interrompu parce qu'il s'est fait opérer. Voilà, on pourrait avoir des choses comme ça. Donc, c'est bien de démarrer à 6 idéalement, ou partir à partir de 8 c'est bien. Si on a un perdu de vue, ça permet d'avoir un groupe qui est consistant, qui est cohérent et qui, d'un point de vue médico-économique, est aussi rentable pour la société. Et du coup, Et oui, du c'est 6, on va dire minimum, mais dans l'idéal, 8 minimum, en se disant que si jamais comme ça, il y en a qui arrêtent, ça en fera. Voilà, il y aura quand même une dynamique de groupe. Et oui, c'est 10, je regarde sur le chat là, c'est 10 maximum pour l'insomnie et 12 max pour la dépression. Oui. Bon, donc c'est bon, là, vous êtes lancés. En fait, vous êtes Mm. tous en train déjà de faire vos orientations sur OmniDoc. Donc, Bien. Pas hésiter s'il y a d'autres questions, même qui viennent après. C'est pour ça qu'on a laissé nos coordonnées avec Blandine. oui, je pense qu'on va pouvoir, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir peut-être s'arrêter. Clôturer Enfin, la il est soirée. déjà 20 heures passées. Mais merci beaucoup à tous pour votre participation et merci Margot et Sophie d'avoir Répondu aux illustré avec questions. votre expérience. Avec plaisir. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Je pense qu'on peut couper l'enregistrement.